Alors, ce que je vais vous présenter rapidement, parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer tout dans les détails, et l'objectif, c'est vraiment de vous donner un petit peu d'inspiration, ça a été construit au travers d'observations terrain qu'on a menées justement, tu peux revenir en arrière, c'est un petit peu vite là, au travers d'observations qu'on a menées avec deux hubs, donc Ubiquop qui est présent et puis Rhinoc. Et sur l'année qui vient de s'écouler, on a mené des observations plus spécifiquement justement sur le dispositif conseiller numérique. Mais la présentation que je vais vous faire ne concerne pas uniquement le dispositif conseiller numérique parce qu'en fait, au travers des observations qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que on avait certains points qui globalement pouvaient concerner un peu tous les dispositifs d'inclusion numérique et qui étaient des facteurs clés de succès, d'ancrage et de réussite de ces dispositifs. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite vraiment à poser les questions dans le chat. Je m'excuse par avance parce que ça va être assez rapide, mais justement, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment vous donner des pistes et puis qu'on puisse en échanger à la suite de cette présentation, mais également plus tard pour approfondir tout ça. Voilà. Alors, on a effectivement aujourd'hui observé, et tu peux passer à la slide suivante, on a observé qu'on avait plusieurs facteurs qui permettaient à tous ces dispositifs qui arrivent de mieux fonctionner. Alors déjà, il y a un point qui est essentiel et qu'on constate partout et de manière assez unanime, c'est que une bonne politique d'inclusion numérique et une efficacité d'une politique d'inclusion numérique, ça passe avant tout par une coordination locale. La coordination locale, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement à l'échelle d'un territoire, et nous on croit beaucoup à l'échelle des intercommunalités, c'est d'être en capacité long et on a des trous dans la raquette, etc. Donc vraiment là, cette idée d'avoir cette mise en réseau, prise en charge sur le territoire. Et cette mise en réseau, elle va également permettre de penser un projet avec et pour le territoire, en intégrant l'ensemble des parties prenantes, en intégrant l'ensemble des exemples qu'on a identifiés en région ou ailleurs, de bonnes pratiques qui permettent justement d'initier ou de renforcer cette mise en réseau. Alors, par exemple, c'est Ubiquop, justement, qui organise la mise en réseau des conseillers numériques, puisque c'est une base qui est intéressante et qui maille plutôt bien le territoire, et donc qui leur permet de se rencontrer tous les mois et donc de faire réseau sur leur territoire. Une expérience aussi qui est hyper inspirante, et moi je vous invite vraiment à aller regarder, c'est l'expérience du Sicoval. Donc le Sicoval, c'est une intercommunalité qui se trouve au sud de Toulouse et qui a vraiment travaillé ces dernières années sur des sujets de gouvernance territoriale qui mettent en réseau des acteurs, qui coordonnent les acteurs à l'échelle d'une intercommunalité. Et on voit aujourd'hui à quel point cette mise en réseau permet une efficacité assez remarquable sur ce territoire des actions d'inclusion numérique. Et puis, nous, par exemple, chez les assembleurs, sur le territoire de la MEL, depuis maintenant 1 an, on organise des cycles de rencontres de l'ensemble des acteurs de la médiation numérique. On en aura fait 4 cette année, on renouvellera le sujet l'année prochaine, mais on constate que ça permet vraiment aux acteurs de se connaître et de mieux travailler ensemble. Alors ensuite, un deuxième axe, un deuxième facteur clé de succès qui nous semble essentiel, c'est la question du public. Ce qu'on constate beaucoup, c'est que on a des territoires sur lesquels on a des lieux de médiation, on a une offre de service, mais on a peu de fréquentation des lieux de médiation. Et on a peu de fréquentation des lieux de médiation parce que finalement, on se rend compte qu'on a une communication qui n'est pas suffisamment renforcée, qui n'est pas suffisamment adaptée au public, et que justement le lieu est un peu isolé et communique
effectivement sur des usagers qui peuvent être très très proches et qui ont du mal à élargir le spectre. Et ça, on a pu vraiment constater que ce qui marchait bien, c'est quand il y avait aussi de la communication qui était bien élargie, qui était faite hors les murs, avec l'utilisation par exemple des bulletins municipaux, avec de la signalétique dans les villes, etc. Donc ça, ce sont vraiment des actions qui permettent de renforcer la fréquentation des lieux. On a vu aussi pas mal de partenariats locaux. Ça rejoint beaucoup le point précédent, c'est-à-dire le fait de travailler en réseau. Ça permet de mieux laisser avoir une offre de médiation numérique sur un territoire, de mieux orienter les publics et de permettre aux acteurs entre eux de mieux s'organiser. Et puis également, bien entendu, ça on en parle beaucoup, c'est de varier les formats de rencontre des publics, c'est le fameux aller vers, aller faire de la médiation numérique dans des lieux où sont les gens, d'imaginer de nouvelles modalités d'intervention. Ça, on se rend compte que c'est également un terrain, un terreau, j'ai envie de dire, fertile. Quand ça, on a déjà ce genre de mécanique qui est en place sur un territoire. Par exemple, quand on accueille des conseillers numériques France Service, tout de suite, on sait où les mettre, on sait les envoyer en itinérance, on sait compléter l'offre, on sait communiquer sur leur permanence, etc. Les exemples qui suivent, c'est pareil, hein, c'est des exemples de communication qu'on a pu relever. Avec, par exemple, on a aussi le PIMS en région. On a vu que le PIMS sur Bordeaux développait beaucoup l'allée vert, notamment avec la mise en œuvre d'un triporteur. Les régies de quartier à La Rochelle, qui font aussi un boulot assez remarquable pour aller dans des lieux de fréquentation, en fait, c'est-à-dire dans des lieux qui peuvent sembler, qui ne sont pas des lieux de médiation, et ils ont vraiment dédié 2 médiateurs numériques qui interviennent là. Et puis, en termes de communication, on avait aussi observé en Haute-Vienne une fête du numérique organisée à Limoges, et donc qui a vraiment permis comment dire, de toucher et de communiquer auprès de pas mal d'acteurs sur les actions qui étaient menées. Donc là, on vient de voir 2 premiers points. Donc, effectivement, la mise en réseau, la communication. L'axe suivant, c'est aussi de travailler sur la meilleure prise en compte de la motivation des usagers. C'est-à-dire que la médiation numérique s'adresse à des usagers. Et malheureusement, même si ça peut paraître, oui, on se rend compte bien souvent que on ne connaît pas bien le besoin des usagers. Ou alors, on en a une vision qui est assez macro ou qui est assez parcellaire. On a des opérateurs de médiation qui, et complètement à leur décharge, hein, qui vont répondre à une urgence opérationnelle parce qu'il y a des gens qui viennent chez eux et donc qui répondent à la demande. Et ça, c'est vraiment bien. Sauf qu'on sait tous qu'on a aussi des gens qui sont dans un besoin d'accompagnement au numérique, mais qu'on identifie. Ce n'est pas les gens qui viennent déjà dans les lieux de médiation et on ne se pose pas forcément la question qui sont ces personnes, comment on va les toucher et quels sont leurs besoins. Donc, on a vraiment cet enjeu de travailler sur la réalisation d'un diagnostic à la fois des besoins des habitants. On voit des collectivités, par exemple sur la Cabalère, donc Béthune-Bruay, il y a une analyse des besoins sociaux qui a été réalisée il y a quelques temps, qui a vraiment permis à la collectivité de se dire, OK, quels sont les besoins des habitants de mon territoire? Aujourd'hui, on a l'indice de fragilité numérique aussi, qui a été développé par la région, qui est super intéressant pour mieux comprendre également ce type de besoin. Chez les assembleurs, on commence à déployer, là pour l'instant en phase expérimentale, un projet qui s'appelle Portrea et qui vise à mieux identifier les besoins en termes d'accompagnement administratif des publics sur un territoire. Voilà, donc vraiment d'avoir cette analyse assez fine du besoin. Et puis, en même temps, de regarder l'offre de service qui est en face. Est-ce que par rapport à ce besoin, j'ai une offre de service qui est adaptée? Donc, d'avoir vraiment cette analyse pour bien comprendre le besoin des usagers. Là, je suis sur le besoin, mais il y a aussi un autre axe qui est important, c'est que ce n'est pas toujours sexy pour un usager d'aller dans un lieu de médiation pour se faire accompagner. C'est pas toujours sexy parce que on peut se le dire, une formalité administrative, bien sûr, c'est essentiel pour bon nombre des publics qui sont accueillis. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire, c'est pas forcément quelque chose avec lequel on est à l'aise. Donc il y a vraiment cet enjeu de
d'activer les leviers de motivation de ces usagers pour qu'ils prennent plaisir à travailler sur leurs compétences numériques, qui prennent plaisir à revenir et qui prennent plaisir à aller plus loin. Et donc ça déjà, ça c'est un petit peu basique, mais j'ai envie de dire c'est un peu comme à l'école. Il faut savoir valoriser les acquis et suivre les progrès. Et en fait, c'est assez rare, en fait, les initiatives qu'on voit où on va créer des parcours, on va valoriser des acquis. Par exemple, avec, on a Pix aujourd'hui qui permet de mesurer une montée en compétences, mais on a aussi des choses comme les open badges qui permettent de valoriser des compétences. Mais voilà, rendre les gens un peu fiers de leur évolution et leur donner envie d'aller un petit peu plus loin. Ça nous semble être un point essentiel. Et puis, le dernier axe, c'est aussi, alors on en parle beaucoup, mais finalement on le fait assez peu, c'est d'embarquer les participants en co-construisant les solutions avec eux. En ayant des pratiques d'animation en pair à pair, des animations participatives, etc. Des ateliers en format très descendant, on se rend compte que voilà, c'est pas forcément des formats qui donnent envie et qui motivent les usagers à poursuivre les accompagnements. Sur la slide suivante, toujours quelques exemples que vous pourrez retrouver. Si tu peux mettre, voilà. Donc, j'en ai parlé, le diagnostic territorial qui avait été réalisé par le CIAS de l'agglo de Béthune-Bruay. Le Cap Emploi Land Pays Basque qui a porté un projet numérique et pérédance. Donc, parce que ça aussi, c'est un moyen de s'enrichir, de reconnaître des compétences et de permettre à des gens de travailler entre eux. Et puis, bien sûr, la certification PIX dont j'ai parlé tout à l'heure. L'axe suivant, bien sûr, c'est donc là, je remonte d'un cran, puisque j'ai parlé du maillage territorial. Ensuite, on a parlé de la communication des actions. Là, on est descendu à un étage qui concerne vraiment l'usager et la motivation des usagers. Là, je remonte d'un cran au niveau de la collectivité sur la question de la valorisation de l'impact. Aujourd'hui, mettre en place une politique d'inclusion numérique sur un territoire, dans 99% des cas, et c'est logique, vous avez des élus qui vous disent « Ok, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Vers quoi on veut aller? Ça va être quoi l'impact concret des actions qu'on va mener ?» Il nous semble essentiel de mener cette réflexion très en amont, à la fois pour réfléchir à ce qu'on veut faire, et mesurer qu'on va bien résoudre le problème qu'on avait identifié au démarrage. Maintenant, c'est une notion qui est quand même super compliquée. On en a parlé très récemment, puisqu'on a un programme qui est un programme accélérateur de territoire. Donc, on accompagne en ce moment 6 collectivités territoriales pendant 9 mois pour les aider à définir justement leur stratégie numérique. Et pas plus tard que la semaine dernière, on travaillait avec eux sur cette notion d'impact. Et unanimement, ils nous disent qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette notion d'impact au moment où on écrit nos stratégies et au moment où on met en place nos actions d'inclusion numérique. Mais ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question, quand on parle d'impact, de dire mais qu'est-ce qu'on veut mesurer concrètement ? Et puis, pour qui on veut mesurer quelque chose. Et est-ce que ce qu'on veut mesurer, c'est réellement pertinent au regard des enjeux qu'on a ? Puisque je n'ai pas écrit, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer ces éléments-là, parce que parfois, vouloir mesurer, on peut se donner un objectif sur un territoire qui est de dire, voilà, dans 3 ans, le taux d'électronisme sur le territoire est de 2%. OK, c'est quoi les moyens d'aller mesurer ça? Est-ce que c'est vraiment réaliste, etc. Donc ça, ce sont vraiment des notions qui sont essentielles. Et donc s'interroger sur ce qu'on veut mesurer, pourquoi on veut le mesurer, ce qu'on veut faire concrètement, est-ce qu'on est capable de mesurer. Et en face, pour savoir ce qu'on est capable de mesurer, c'est de mettre en place justement une mesure quantitative et qualitative qui va s'appuyer sur des outils déjà existants. Il ne faut pas forcément vouloir réinventer l'eau tiède. Il y a déjà pas mal de choses qui existent en termes de mesures quantitatives, par exemple les comptes rendus d'activité des conseillers numériques, qui peuvent être très bien extrapolés sur d'autres actions de médiation numérique, mesurer la satisfaction des usagers, utiliser des outils comme justement, j'en parlais tout à l'heure, l'indice de fragilité numérique pour voir quels sont les indicateurs présents dans cet outil et comment on peut les utiliser.
Voilà, donc toujours est-il, ce sont des actions qui sont me semble-t-il, importantes. Idem, hein, quelques exemples. Fix, tu peux passer la slide suivante. Euh, voilà, donc j'en parlais tout à l'heure, on travaille sur la mesure d'impact qu'on propose dans le cadre de l'accélérateur. Je vous invite à aller regarder une publication de l'Institut Godin qui s'appelle Le Cercle de la Futurité, qui est super édifiant et vraiment intéressant pour comprendre ce qu'on peut mesurer et finalement est-ce qu'il faut le mesurer. Et puis il y a des territoires, toujours en Nouvelle-Aquitaine, où il y a des fiches outils qui ont été mises en œuvre pour évaluer des démarches d'inclusion numérique avec des focus sur l'impact. Et je rappelle que dans le cadre de la stratégie nationale qui s'écrit actuellement, il y a un axe sur l'impact et la mesure des politiques publiques. Donc, on imagine aussi qu'on aura probablement des outils qui arriveront là-dessus. Ensuite, alors là, on va parler un peu plus de nos professionnels de médiation numérique, un facteur clé de succès aussi pour que une stratégie d'inclusion numérique et des dispositifs d'inclusion numérique puissent correctement s'inscrire sur un territoire, c'est d'identifier, on parlait du besoin des usagers tout à l'heure, mais il y a aussi le besoin des professionnels de la médiation. Sur un territoire, on va avoir un besoin des usagers, et en face, on a une offre de service. Et cette offre de service, la faire évoluer et avoir la volonté de la faire évoluer, c'est une excellente idée. Maintenant, pour pouvoir la faire évoluer, il faut s'assurer d'avoir des professionnels qui ont les compétences pour faire évoluer cette offre, pour proposer des services qui soient adaptés aux besoins des habitants du territoire. Et là, pour pouvoir le faire, il faut déjà être en capacité de prendre en compte ce que je disais, l'offre déjà existante et les compétences des opérateurs et des médiateurs qui sont déjà sur les territoires. Et puis, de comparer et de se dire quels sont les besoins qui sont non couverts et donc sur quoi j'ai besoin de faire monter en compétence mes médiateurs et parfois aussi mes aidants. Voilà. Donc, pareil, je reviens un peu en arrière. Dans le cadre de la stratégie nationale, il y a un pan complet qui est consacré à la structuration de la filière professionnelle, à la reconnaissance du métier de médiateur, à la question de la formation des professionnels, pour pouvoir demain envisager de s'emparer de dispositifs de formation pour former ces aidants professionnels ou pour former ces médiateurs numériques. Il y a un gros préalable, c'est de connaître le besoin de formation. Donc ça nous semble un enjeu qui est essentiel, qui peut être finalement traité très en amont pour être prêt quand les dispositifs sortiront. On le sait pertinemment, hein, je vais reprendre l'exemple du dispositif conseiller numérique France Service. L'une des grosses difficultés qu'on a tous rencontrées, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est mis en œuvre. Et effectivement, sur des territoires qui étaient déjà prêts, qui avaient déjà des indicateurs, qui savaient déjà à peu près de quoi ils avaient besoin, etc., ça a été plutôt efficace. Là où ce n'était pas le cas, on est allé un petit peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Et sur les exemples qu'on a cités derrière, donc effectivement, il y a aujourd'hui, notamment au niveau des conseillers numériques France Service, mais sur certains territoires, ça s'élargit un petit peu. C'est ce qu'on essaie de faire en Hauts-de-France pour toucher aussi l'ensemble des médiateurs. Il y a des coordinations qui s'organisent et ces coordinations sont des bons moyens de comprendre les besoins de formation et les besoins de compétences des médiateurs numériques. Et puis c'est vraiment typiquement une action que tous les hubs mènent un peu partout, que de travailler à cette connaissance de l'offre de médiation, la connaissance des compétences des médiateurs. On travaille énormément sur de la création de contenu de formation à destination des médiateurs et des aidants, des choses qui sont très ciblées pour vraiment pouvoir aller accompagner la montée en compétences là où il y a des besoins. Donc ça, c'est des gros sujets sur lesquels les hubs, de manière générale, travaillent et les assembleurs en particulier. Et Ubique, qui est présent, travaille aussi pas mal là-dessus. Et c'est intéressant, je le cite, hein, parce que le fait qu'on travaille à plusieurs hubs sur ces sujets-là, c'est aussi un moyen d'enrichir nos contenus et de profiter aussi de l'expérience des autres.
ces éléments qu'on vous donne, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il n'y a pas que la région Hauts-de-France en France, il y a d'autres territoires et on a des problématiques voilà, qui peuvent se ressembler, qui parfois sont très différentes parce qu'on a des réalités territoriales qui sont très différentes, mais finalement, on peut s'inspirer les uns des autres, ça semble extrêmement intéressant. Alors, toujours sur la question de la formation, pour aller un petit peu plus loin, on a réfléchi à la question des besoins de formation, mais il y a aussi un vrai sujet qui est la question des modèles de formation. Le métier de médiateur numérique est un métier qui est super complexe parce que qui est très très large en termes de besoins de compétences et qui a besoin de se renouveler régulièrement. Et on ne peut pas envoyer des médiateurs se former tous les 15 jours. Ce n'est pas possible, économiquement parlant, mais aussi en termes d'organisation d'activité. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la complémentarité entre acteurs, de développer le pair à pair, donc d'identifier les compétences qui existent déjà, les compétences des médiateurs que vous avez sur votre territoire qui existent déjà, et de les mettre en situation également d'accompagner la montée en compétences des autres médiateurs sur leur domaine de spécialisation. C'est des choses aussi sur lesquelles on travaille pas mal chez les assembleurs, cette notion de médiation numérique en circuit court sur un territoire. On fait une espèce de cartographie des compétences existantes et on organise le partage de compétences. On est en train pas mal de l'organiser. On est en train pas mal de l'organiser à l'échelle comment dire, des conseillers numériques France Service et on cherche à le déployer à l'échelle de l'ensemble des médiateurs, mais bien sûr, l'ancrage territorial dans ce cas-là est essentiel. Le point suivant. Voilà, des bonnes pratiques. Donc, j'en parlais, on développe une fabrique à commun pédagogique pour favoriser justement ces échanges en pair à pair. Et puis, je parlais de valorisation de compétences. C'est peut-être vous poser la question sur des médiateurs sur votre territoire, d'envisager demain de leur permettre de passer une VAE, une validation des acquis de l'expérience, justement pour valoriser et leur permettre d'avoir une certification, un titre certifiant pour valoriser leurs compétences. Et puis, ce qui se développe aussi pas mal et qui est assez sympa, c'est les open badges qui permettent de valoriser des compétences un peu spécifiques en pair à pair, qui a un côté aussi un peu ludique et qui, toujours pareil, à l'échelle d'un territoire, permet de bien identifier les expertises de chacun. Et puis, il me semble que c'est le dernier point pour encore enfoncer, entre guillemets, un peu le clou sur cette notion de travail territorial, de travail à l'échelle du territoire, de rencontre entre acteurs, d'interconnaissance entre acteurs, d'interconnaissance de l'offre de services et des compétences existantes. C'est au-delà de se connaître et de s'identifier, c'est de se mettre aussi en capacité de mutualiser ce qui existe, de reconnaître les actions de l'ensemble des acteurs, d'éviter vraiment de recréer, de réinventer des solutions qui en fait existent déjà. Et ça, on le voit très très souvent. Le manque de connaissances entre acteurs génère une offre qui n'est pas adaptée sur un territoire. On a trop de réponses sur un sujet donné et pas du tout sur un autre sujet. On a trop de réponses à un endroit donné et on a des trous dans la raquette et des déserts complets à d'autres endroits. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel et qui va permettre justement quand on va accueillir et quand on va vouloir utiliser un dispositif sur un territoire, de savoir où le poser, de savoir comment l'utiliser pour que ça vienne vraiment accélérer, que ce ne soit pas juste une couche supplémentaire, que ça vienne vraiment s'intégrer dans l'écosystème existant, que ça vienne vraiment accélérer les actions qui existent déjà sur le territoire. Donc, c'est de reconnaître les actions de l'ensemble des acteurs, c'est de mutualiser des moyens, de mutualiser par exemple des ressources de médiateurs numériques pour mieux les répartir sur le territoire, de s'appuyer sur les médiateurs numériques pour former les agents de collectivité. Voilà, c'est de fonctionner aussi entre vous, entre acteurs du territoire, pour renforcer les compétences globales de tous les professionnels du territoire. Et puis, bien sûr, de faire de la médiation numérique une politique publique transverse
pas en silo, parce que la médiation numérique, elle est partout. Alors, on voit déjà pas mal d'expériences là-dessus, mais d'avoir une réflexion au niveau de la collectivité, comment on intègre ça dans la politique de la ville, dans les politiques de rénovation urbaine. Voilà. Et pourquoi pas demain une vraie, comment dire, une vraie politique publique d'inclusion numérique. Là, on n'en est pas encore là, mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de niches et que de travailler ce sujet de manière transverse dans l'ensemble des politiques publiques, c'est assez essentiel. Là encore, quelques petits exemples rapidement d'initiatives mises en œuvre sur la slide suivante. Voilà, donc je parlais tout à l'heure de fonctionner et de se dire comment on renforce la compétence des professionnels sur un territoire. Dans l'Hérault, on a des conseillers numériques qui ont été recrutés pour former directement les agents du réseau. Voilà, donc les aidants. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet aux gens de se connaître. Nous, on se pose la question aussi, je parlais de regrouper des médiateurs numériques au sein d'une même structure pour permettre déjà d'avoir des gens qui peuvent travailler ensemble, des gens qui vont justement, on parlait de formation tout à l'heure, donc formation en pair à pair, qui peuvent permettre de se former, qui puissent monter en compétences, qui vont répondre à une problématique territoriale de manière plus collective. Ça peut bien sûr s'organiser au sein d'une collectivité. On a aujourd'hui le département de l'Aisne, dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Service, qui a recruté en direct pas mal de conseillers numériques et donc qui gèrent la mise à disposition de manière assez intéressante sur le territoire. Puis nous, on réfléchit un peu chez les assembleurs aussi à des systèmes de coopératives de médiateurs, pourquoi pas, des nouveaux modèles pour permettre d'avoir des systèmes de recrutement comment dire, de médiateurs. On a bien sûr ce qu'on connaît beaucoup qui existe déjà et qui est super intéressant, c'est mon assistant numérique qui est effectivement un collectif de médiateurs numériques indépendants. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui nous semble assez intéressant. Et puis quelques exemples de projets qui ont été financés de manière un peu, comment dire, un peu originale sur certains territoires pour vous montrer que ça existe. Il y en a d'autres, c'est quelques exemples, mais on a des collectivités qui arrivent à mobiliser des fonds un peu sur des politiques publiques particulières. Et pourquoi pas vous demain? Voilà. Et je pense que j'ai terminé. Voilà. Je te remercie, Églantine. Je vais arrêter le partage. Est-ce que justement, ça évoque des réactions dans l'Assemblée? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez commenter justement ce qui vient d'être présenté par Églantine au niveau de l'ancrage des dispositifs d'inclusion numérique. Je vois qu'Océane est arrivé avec un petit peu de retard, je m'en excuse, hein. Je vous avais pas vu en salle d'attente, donc vous inquiétez pas, il y a un replay, ça a été enregistré, donc vous aurez tout le contenu qui a été présenté par Églantine. Il vous sera envoyé. Des réactions? Peut-être, Kevin, je peux peut-être te laisser la parole aussi, puisque toi, il y a pas mal de choses qui se font du côté du Douaisis Agglo. On parlait justement de la nécessité de venir mailler, de mutualiser avec différents acteurs. Ça pourrait peut-être intéressant d'avoir ton ressenti là-dessus et ton témoignage. Ouais, mais, tu me prends un peu au dépourvu, mais c'est pas grave. Non, je suis d'accord qu'il y a vraiment un enjeu aussi de créer justement une dynamique de territoire sur le fait de pouvoir déjà diagnostiquer l'accompagnement sur le territoire qui est déjà existant. En fait, là, bon, je viens d'arriver à Douaisis-Agglo, du coup, depuis 3 semaines. Et il y a une chose aussi que j'ai vu finalement, on occultait un petit peu les acteurs qui étaient déjà présents bien avant les conseillers numériques France Service, bien avant aussi les agents France Service dans les maisons France Service, du coup, et que c'est justement des personnes qui sont difficiles pour l'instant à les récupérer justement pour créer un réseau. Alors des réseaux, ça existe, hein. Il y a un réseau de conseillers numériques qui s'est déjà constitué sur le Douaisis, donc l'un des premiers d'ailleurs sur la région de France, si je dis pas de bêtises. Il y a un réseau des agents aussi France Service, donc du coup, il y a un vrai travail aussi déjà de rassembler ces deux organismes qui ont aussi des missions qui sont complémentaires, différentes mais complémentaires. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient présents, des médiateurs numériques sur certaines structures et qui ne sont pas référencés, même sur la carte des assembleurs, par exemple, ou autre. Donc là, le but, c'est vraiment de créer une dynamique, d'occulter personne et d'avoir vraiment un réseau
d'experts déjà, et sans oublier forcément ceux qui étaient déjà présents depuis le début. Donc ça, c'est vrai que sur Douaisis Aglo, on avait déjà, enfin, même avant que j'arrive aussi au sein de Douaisis Aglo, c'était déjà effectif. On avait mis en place différents groupes, notamment aussi pour le déploiement des conseillers numériques. Ça a permis aussi de faire des réunions d'information sur les différentes structures qui étaient susceptibles de recruter des conseillers numériques. Et on essaye là, pour le coup, de maintenir cette dynamique depuis que je suis arrivé, notamment en organisant déjà, dans un premier temps, des cafés numériques. Donc, une fois par mois. Donc là, on a repris ça. Le 14 décembre, un premier café, premier café numérique va être mis en place pour déjà référencer l'offre d'accompagnement sur le territoire en utilisant des outils numériques qui existent, comme Mine d'infos de Douaisis. Donc, ça a été mis en place aussi par la mission locale, justement, qui permet de référencer toutes les actions qui sont disponibles en social, notamment, mais aussi sur l'insertion à l'emploi sur le territoire. Donc ça, c'est un premier, voilà, on reprend justement ces réunions de réseau et après, on va construire justement ces fameux cafés numériques pour qu'on réponde aux besoins qui seront identifiés. Donc, avec la mise en place de thématiques différentes. Des thématiques, on peut en avoir plein. Par exemple, on pourrait mettre en place une thématique d'évaluation des compétences. Je trouvais ça intéressant et c'est ce qu'on souhaiterait mettre en place aussi pour les badges, les certificats de compétences que les gens puissent aussi récupérer et savoir sur quoi ils sont appris, sur quoi ils ont acquis des compétences, sur quoi ils souhaitent aussi en avoir d'autres. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir offrir soit un diplôme, soit un certificat. Donc, ça, c'est intéressant. On va essayer d'y travailler parce qu'il y a Pix qui fait ça, mais pas tout. Donc, je trouve que ça peut être pas mal. Mais après, ça peut être aussi sur des outils à adapter pour différents types de handicap, les outils adaptés à l'insertion à l'emploi, que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Alors, on va créer des thématiques justement tous ensemble pour que finalement, on puisse répondre à des besoins et maintenir cette dynamique sur le territoire. Merci, je te remercie pour ton témoignage très intéressant, Kevin. Et là-dessus, est-ce que justement ça évoque des échos, quelqu'un qui souhaite rebondir à ce que Kevin vient de nous dire justement sur les initiatives développées par le Douaisis Aglo? Je vois qu'il y a une autre collectivité avec le Lucie, justement, avec Lucie du Grand Soissons et de la ville de Soissons. Est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire justement en fonction de ces différents témoignages? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter, toi, du côté du Grand Soissons, par exemple? Je crois que tu as ouvert ton micro, mais je ne t'entends pas. Est-ce que là, vous allez m'entendre? Ah, là, c'est bon, on t'entend. Je te remercie. Là, c'est bon. Salut, Lucie. C'est bon, on t'entend. Ouais, j'ai un problème avec mes écouteurs. Je vous entends, mais vous ne m'entendez pas. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Kevin sur le Douaisis, c'est qu'on a l'impression que c'est déjà bien structuré. Enfin, c'est surtout que les acteurs sont des acteurs, même s'ils ne sont pas forcément identifiés, mais qui se considèrent en fait comme des acteurs de la médiation numérique. Nous, on a beaucoup d'acteurs qui en fait sont venus à la médiation numérique un peu par nécessité, notamment au niveau des centres sociaux ou de la bibliothèque. Et ils font plein de choses, y compris un petit peu de médiation numérique. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à créer un réseau avec des gens qui font plein d'autres choses aussi et se considèrent pas forcément non plus eux-mêmes comme nécessairement légitimes en fait, comme en tant que médiateur numérique, qui se disent ouais, moi j'apprends un peu sur le tas. Et on revient aussi aux problématiques de formation. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu notre difficulté en fait, d'arriver à travailler et vraiment de constituer déjà ce réseau-là, parce qu'il faut que ce soit quelque part internalisé par les acteurs. Et après, c'est parce qu'on est aussi alors je sais pas dans le cas du Douaisis, mais nous on est sur sur des collectivités différentes. Donc il y a des communes, il y a l'interco, après il y a des acteurs qui sont même au sein de la collectivité, qui viennent de différents services. Et pareil, ça rejoint un peu les problématiques de transversalité en fait. Où justement, c'est des acteurs qui se voient, par exemple, uniquement comme centre social et donc plutôt axé action sociale. Et oui, ils ont intégré de l'inclusion numérique, de la médiation numérique, un peu par la force des choses, mais du coup, c'est difficile de les faire sortir de ça et d'arriver à vraiment intégrer au niveau transversal avec l'ensemble des acteurs, voire des acteurs privés, associatifs.
Et c'est vrai que nous, pour le coup, on en est là et c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'il y a Peut-être pour... il y a une pardon. grosse porosité de toute façon entre ancrage et maillage, hein. Et là-dessus, ce que Kevin n'a pas forcément aussi précisé, puisque bah, il vient d'arriver sur le Douaisis Agglo, mais il était de l'autre côté en tant que participant, c'est il y a des grosses actions de maillage qui ont été faites justement pour venir rassembler l'ensemble de l'écosystème du Douaisis. Donc, bah, c'est ce qu'on avait proposé, nous, dans le cadre d'un accompagnement, pour venir justement faire un peu émerger ces acteurs qui sont identifiés, mais qui ne se connaissent pas forcément, et trouver en fait un espèce de prétexte pour les faire travailler tous ensemble autour d'une problématique commune qui est bah, comment est-ce que j'accompagne le bénéficiaire, l'individu qui a des difficultés avec le numérique, qui prend quoi, quel type de persona est pris en charge par quel type de structure. C'est tout en fait ces sujets-là qu'on a évoqués sur le Douaisis Agglo, et ça a permis justement d'identifier les différents niveaux de réponse sur un territoire, de savoir quel acteur devait prendre en charge quelle typologie de public en fonction de ses ressources humaines, etc. Et ça a permis de rajouter du liant qui répond un peu aux problématiques que tu évoquais, Lucie, justement. Et je pense qu'Églantine, Rebondir, tu voulais... ouais, faut vas-y. rebondir, hein, dans le même sens parce que, enfin, oui, on reconnaît bien la problématique qui est rencontrée par énormément de collectivités. C'est un peu le point de départ, en fait, hein. C'est de réussir à identifier et à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Deux témoignages supplémentaires par rapport à ce qu'évoquait FX sur le Douaisis. C'est le cas de ce qu'on a fait il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, sur le territoire, sur la Cabalère que j'évoquais tout à l'heure, qui est un territoire aussi qui est hyper compliqué parce que hyper étendu, c'est 100 communes, c'est une grosse ruralité avec 2 villes-centres, etc. Enfin, c'est assez complexe. Et en fait, on a fait tout un travail de phoning. C'était pendant le Covid, donc c'est vraiment du phoning, auprès de tous les acteurs qu'on a pu identifier pour identifier ce qu'ils faisaient en matière de médiation numérique, et puis à un moment les ramener autour de la table en disant bah, c'est exactement ce que vous évoquez sur Soissons. Oui, mais moi je fais un petit peu de médiation numérique, mais bon, c'est pas le cœur de mon activité, etc. Mais pour essayer de ramener un peu tout le monde, un peu tout le monde autour de la table. Et aujourd'hui, il y a une identification un peu plus forte. Je pense qu'il y a encore du boulot, mais ça a été un bon point de départ par rapport à ça, effectivement, avec les acteurs plutôt sociaux, enfin, un maillage assez large. Et puis un deuxième témoignage, c'est le boulot qu'on est en train de faire sur l'AMEL. Donc, c'est un format qui est assez différent. Mais là, c'est plus une animation territoriale de l'ensemble des acteurs de l'AMEL. On les voit tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, en fait, on organise un atelier. Et l'objectif, c'est à chaque fois, il y a une thématique, il y a un sujet, on travaille sur quelque chose de précis. Mais l'enjeu premier, c'est qu'ils se rencontrent et qu'ils se connaissent et qu'ils se reconnaissent. Voilà. Donc, c'est des exemples comme ça. Mais oui, c'est cet enjeu de maillage, il est essentiel. Et il y a plein de manières différentes de le prendre en fonction de la réalité du territoire pour effectivement mettre les gens autour de la table. Et pour nous, c'est un préalable essentiel pour derrière pouvoir réussir tout ce qui peut arriver. On le voit dans les passes numériques, on le voit avec les conseillers numériques, enfin, dans tous les domaines, on voit que ça fonctionne à partir du moment où il y a voilà, ces éléments qui ont commencé à être mis en œuvre, au moins commencé. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des réactions justement suite aux propos de Lucie, Églantine, ceux de Kevin, les miens? N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de rebondir. Vous pouvez prendre aussi, noter votre question par écrit. Je pourrais la lire à voix haute si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de le dire à voix haute, il n'y a pas de souci. Bon. D'autres réactions, peut-être? Sonia, Océane, une réaction? Nicolas? Alors moi, je suis assez d'accord avec du coup ce qui a déjà été dit. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver justement des médiateurs, etc. Et de leur dire qu'il faut qu'ils soient à la fois transversales et à la fois ne pas oublier leur mission en tant que médiateur. Du coup, je rejoins totalement ce qui a été dit juste avant. D'accord. Et comment vous faites justement au niveau de la CAPH pour prendre ces choses-là en compte? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, nous, c'est un peu plus particulier, puisque là, on est en train de refaire justement un diagnostic par rapport à tout ça. Donc là, on est en train de voir ce qui est souhaité par la population, mais aussi par les élus. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu deux manières de faire, c'est-à-dire que donc Madame Ramani, elle avait mis en place tout ce qui était salon numérique. Donc ça partait c'était très très bien, sauf qu'effectivement, c'était principalement des agents de médiathèque qui s'occupaient de ça, donc ils n'avaient pas forcément le temps, ou alors qu'ils étaient réfractaires justement à la médiation numérique. Ensuite également, on avait du coup participé avec Pop dans le cadre d'un marché. On formait à la fois la population, mais aussi du coup les agents de la CAPH pour justement avoir cet échange-là. Malheureusement, ça a été stoppé très rapidement avec le Covid, etc. Et là, on est en plein diagnostic. Donc, malheureusement, on n'a pas eu assez de recul par rapport à ça. D'accord. Bah, je vous remercie pour votre témoignage, Océane. Est-ce qu'il y a ça suscite des réactions? Quelqu'un qui souhaite. Je voudrais bien réagir sur une dernière chose aussi, si Vas-y, ça ne te Kevin. dérange pas. Ouais, pas de souci. Je trouve vraiment, voilà, l'idée d'un maillage territorial est super important, mais c'est vrai qu'il faut aussi peut-être incorporer aussi les structures qui ne se sont pas encore sauté le pas. Parce que le but aussi, c'est de montrer que le numérique, c'est un vrai enjeu territorial et que, bon, il existe des acteurs de terrain. Donc là, c'est vraiment bien intéressant de pouvoir les réunir si c'est possible. Parce que c'est vrai, comme je vous l'ai précisé, des fois, on a même des bénévoles qui font de la médiation numérique. On a des fois aussi des personnes qui ont plusieurs casquettes, comme par exemple, je vais faire l'accueil, mais aussi je vais faire de l'accompagnement individuel en cas de besoin. Enfin voilà, on a vraiment une diversité au niveau des différentes missions de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, dans ce maillage aussi, c'est de réunir des structures qui pourraient être susceptibles de pouvoir justement voilà, mettre en place des actions numériques au sein de la structure pour voilà, leur donner les clés, les outils pour se lancer. Et ça, c'est encore plus difficile aussi, parce qu'il faut aussi, dans le diagnostic, on a le besoin, on sait là où ça manque, mais après, c'est aussi un diagnostic de, tiens, qui peut porter justement un conseiller numérique, qui peut embaucher un médiateur ou mettre en place des actions et d'essayer justement d'inciter, enfin en tout cas d'argumenter, de voir ensemble si déjà la structure est intéressée, mais pour aussi améliorer l'offre d'accompagnement. C'est une excellente remarque, Kevin. Et dans ce sens-là, on travaille sur plusieurs sujets. On travaille sur l'accompagnement des associations. Et en fait, Faustine, dans l'équipe, sur cette année, a mené énormément d'actions de sensibilisation des associations de solidarité sur la question de l'inclusion numérique. Et là, on est en train d'identifier des assos qu'on sent plutôt mûrs pour potentiellement développer une action de médiation numérique. Donc, on va poursuivre des accompagnements dans ce sens-là, et puis des accompagnements qu'on fera probablement en partenariat avec d'autres acteurs comme la Fédé des centres sociaux, l'Uriops, Emmaüs Connect, qui proposent vraiment, eux, des solutions pour venir plugger une offre de médiation numérique dans un lieu. Donc, ça fait typiquement partie des réflexions qu'on a. Et sur un autre sujet que tu connais bien aussi, c'est un sujet plus thématique, et notamment sur le sujet de la santé, c'est également de se dire, bah voilà, aujourd'hui, la médiation numérique, quand on la thématise un petit peu, c'est comment on fait de la médiation numérique pour des entreprises. Question de Soissons, qui a travaillé là-dessus. Comment on embarque aussi le monde de la santé sur le sujet de la médiation numérique, avec l'arrivée notamment de Mon Espace Santé. Et au travers de ces acteurs-là aussi, donc des acteurs de la santé, des acteurs du DevEco, on se pose la question de quels sont les acteurs à embarquer et quels sont ceux qui, demain, pourraient devenir aussi des acteurs de la médiation numérique. Donc, je te remercie pour cette intervention-là, parce que c'est un vrai sujet. Et en même temps que nous, on veut bien, on attache vraiment beaucoup d'importance à, si on développe une nouvelle offre de médiation numérique sur un territoire, il faut qu'elle se fasse en cohérence avec l'offre déjà existante. Et justement, toujours cette préoccupation de se dire, on ne va pas remettre des couches là où il y en a déjà, mais on va plutôt essayer d'inciter à aller là où il y a des manques, soit géographiques, soit thématiques. Donc, c'est pour ça que ça se travaille vraiment en parallèle. Voilà. Juste pour rebondir sur la santé, c'est super. Enfin, je ne sais pas pour les autres territoires, mais pour nous, c'est hyper compliqué. On a été avec Pixel ambassadeur Mon Espace Santé. La CPM n'était même pas au courant de comment on utilisait Mon Espace Santé. Enfin, vraiment, il y a des gros manques et ça décolle absolument pas. C'est pas du tout visible. C'est pas du tout compris par les gens. Enfin,
ouais, il y a vraiment du boulot à ce niveau-là. Ouais, alors on est en train de. Donc, il y a Marion qui a rejoint l'équipe il y a pas très longtemps, au mois de septembre, sur ce sujet-là. Et on est en train justement de travailler avec l'ARS, avec le GRADES et le GIP Santé Numérique qui est en charge de déployer mon espace santé pour justement. Et puis, il y a les ambassadeurs santé, voilà, donc Kevin qui connaît bien le sujet. Et on est en train de voir tous ensemble, justement, collectivement, comment on fait atterrir ça, comment on sensibilise les professionnels. Enfin voilà, c'est un vaste programme. Donc là, Marion, tu as allumé ta caméra, comme ça vous pouvez l'identifier. C'est elle qui a en charge ce vaste sujet dans l'équipe. Pas simple. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Églantine. Effectivement, c'est un vaste sujet. On en est aujourd'hui aux prémices à l'identification de tous les points de blocage. Il est certain, de toute façon, que l'enjeu, ça va être de raccrocher la communication nationale et le maillage avec les ambassadeurs Mon Espace Santé, pour l'exemple de Mon Espace Santé, de le raccrocher aux médiateurs de terrain et à tous les acteurs de terrain. Et c'est ce dernier pas à franchir qui va être à faire en plus petite granularité, en fait, pour vraiment atteindre une prise en main par les citoyens, en fait, tout simplement. Et ce travail-là, il est à faire par territoire et il est aussi à faire, bien évidemment, en collaboration avec les grades affectés à chacun des territoires et les ambassadeurs. Donc, tout ça, c'est à venir de notre côté, en tout cas. Je te remercie, Marion, pour le témoignage. Dernière petite intervention, là, on a dépassé le timing. Je vous remercie déjà aussi pour les échanges riches. Pardon. Je vois que il y a de l'intérêt, il y a des sujets. Donc, est-ce qu'il y a une dernière intervention? Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole pour poser la dernière question pour qu'on ne déborde pas trop, qu'il le fasse. Ou qu'il ou qu'elle, hein, bien sûr, le fasse. Okay. Je vois que dans le chat, il n'y a pas forcément de questions à l'écrit. Donc, j'imagine que c'était la dernière intervention. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a un lien de la audio justement de replay qui vous sera envoyé avec la présentation justement sur l'ancrage et des dispositifs de l'inclusion numérique. Et puis, on se revoit très bientôt, notamment les collectivités, puisque nous, on est encore une fois sensible au fait de vous sensibiliser sur la diversité des enjeux de l'inclusion numérique. Donc, pour 2023, il y a des choses qui se préparent côté assembleur pour vous aider un peu à décoder, à avoir d'autres clés de lecture de l'inclusion numérique et faire en sorte que vous puissiez vous approprier en fait la majorité des enjeux dans toute leur complexité et essayer un peu de vous simplifier la tâche. Et je suis désolée, j'ai un dernier point parce que j'ai un peu oublié de le dire. Une dernière petite annonce. Je vous ai parlé en introduction du CNR, donc Conseil national de la refondation. On est en train d'organiser, on va mettre en place une concertation au niveau régional autour pour proposer une contribution des acteurs de la région. Donc, pour vous expliquer, mais en 2 mots, il y a une organisation nationale autour de chacune des 4 thématiques. Donc, il y a des réflexions et des groupes de travail nationaux sur chacune des 4 thématiques. Et nous, on va décliner, ça va être fait sur l'ensemble des régions par les hubs, on va décliner ça en régions. Alors, le timing est hyper serré puisque les livrables de cette concertation territoriale doivent être envoyé pour le 6 janvier. Donc, voilà. Donc, on devrait organiser une réunion d'ici la fin de l'année à laquelle vous serez conviés. Si vous avez possibilité d'y participer, c'est top. Si vous ne pouvez pas participer, on refera probablement une visio début janvier pour enrichir les contributions. Et il y a toujours possibilité, bien entendu, d'apporter des contributions individuelles. Il y a une plateforme, on vous enverra les liens, etc. Mais n'hésitez pas à apporter vos contributions, à faire vos propositions sur cette plateforme. L'ensemble des propositions seront prises en compte, notamment dans les groupes de travail nationaux, pour aller porter une proposition globale auprès du ministre avant la fin du mois de janvier. Voilà. Je te remercie, Églantine. Donc, on se voit très bientôt et je vous remercie encore une fois pour votre participation et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.